on peut dire que l'augmentation de la population de l'Union européenne est totalement due au solde migratoire. Je viens maintenant à la France, où vous savez, nous avons un problème avec l'ensemble des autres organismes internationaux, puisque notre définition de l'immigré n'est pas la même que la définition de l'OCDE ou que la Fondation nationale des États-Unis. Nous avons la définition du Haut Conseil à l'intégration, comme quoi un immigré est quelqu'un né à l'étranger de parents étrangers est venu s'installer pour un nombre de mois ou d'années important dans un autre pays qu'on appelle un pays d'accueil. Alors que pour la plupart des autres organismes, un immigré est quelqu'un né à l'étranger, même s'il a la même origine que celle du pays d'accueil. Si je prends un exemple, pour nous, les harkis ne sont pas des immigrés puisque leurs parents étaient français à une certaine époque, alors que pour Eurostat, par exemple, un harki est un immigré. Ça explique donc la différence de chiffres entre les chiffres donnés par l'INSEE et ou l'INED d'un côté et les chiffres donnés par d'autres organismes internationaux de l'autre. Si je prends la différence entre Eurostat et INSEE, en 2010, sur la même année, Eurostat comptait 7,2 millions d'immigrés et l'INSEE 5,9 parce que la définition était différente. Si on se réfère maintenant un petit peu à aujourd'hui, Eurostat, aujourd'hui, toujours selon leur définition, considère qu'il y a 8 millions d'immigrés en France, et moi qui suis règle du Haut Conseil à l'immigration, je dis qu'il y en a environ 7 150 000, en intégrant les immigrés en situation irrégulière. Donc vous savez, il est très difficile, bien entendu, de faire un décompte, et pour cause, puisque ça va de 300 000 à 1,2 million, et qu'on a quand même pu essayer de réduire la fourchette entre 400 000 et 700 000. À ces immigrés, on peut ajouter les descendants directs, et là, pour une fois, on peut faire crédit à l'INSEE d'avoir commencé à entrouvrir légèrement la fenêtre sur les statistiques ethniques, puisque nous avons enfin pu obtenir en 2017 le nombre de descendants directs des immigrés, 3 285 000 personnes nées de 2 parents immigrés et 4 millions, un peu plus de personnes nées d'un mariage mixte, ce qui amène l'INSEE à considérer que 25 à 27% des bébés aujourd'hui, qui naissent aujourd'hui, ont au moins un parent immigré. Donc globalement, si je fais une tentative de synthèse, la population d'origine étrangère en France se situerait entre 12,5 millions et un peu plus de 14 millions, c'est-à-dire entre 18 et 21% de la population. Cette population d'origine étrangère augmente de deux façons. D'un côté, par le solde naturel, là je n'ai pas développé parce que je l'ai largement fait dans mes ouvrages, d'un autre côté, par le solde migratoire. Or là, il y a un tour de passe-passe qui est quand même assez extraordinaire. C'est que pour l'INSEE, qui travaille mathématiquement, le solde migratoire se calcule en prenant ceux qui arrivent moins ceux qui repartent. Sauf que les populations de gens qui quittent la France ne sont pas exactement les mêmes que les populations de gens qui arrivent en France. Donc il faudrait quand même, si on veut faire un travail sérieux, faire d'un côté le solde migratoire de l'immigration, combien d'immigrés arrivent, et si on soustrait ceux qui repartent, il en reste combien? Environ 160 000 par an. Il faudrait faire de la même façon le solde migratoire de l'expatriation, c'est-à-dire combien de gens quittent
définitivement la France par rapport à ceux qui reviennent chaque année, et c'est un solde de 120 000. Ce qui veut dire que la composition de la population française est différente chaque année d'environ 280 000 personnes. Alors on n'est pas tout à fait au grand remplacement, mais quand même, il y a une différence importante. Alors je vais passer rapidement sur les motivations des migrations. En France, l'émigration reste essentiellement familiale, que ce soit par regroupement familial, par migration maritale, par migration prénatale, c'est-à-dire que vous venez accoucher dans un pays où la situation médicale est meilleure et où vos enfants ont des chances d'être régularisés à cause du droit du sol. Il y a bien sûr les migrations économiques, il y a les migrations politiques, et par exemple, on s'était aperçu en 2015 qu'en Europe, on attendait 1 256 000 personnes. Ce sont les chiffres d'Eurostat. Je voudrais juste faire une petite anecdote à ce moment-là. Quand j'ai sorti les migrations pour les nuls, qui m'a valu donc une dépêche incendiaire de l'AFP, reprise immédiatement une extinction par 51 journaux de la télévision, de la presse écrite et du net, parmi quelques-uns qui m'ont donné la parole de Radio Notre-Dame, j'ai dit attention quand même, en 2015, il va arriver entre 1 million et 1 500 000 personnes en Europe. On m'a dit, c'est de la folie là, vous êtes en train de faire agiter des peurs. Bon, ben, j'étais pas très loin quand même, parce que 1 256 000, ça se situe à peu près au milieu. Je vais passer rapidement au coût d'immigration, qui est un problème majeur, qui a été abordé pour la première fois de façon polémique par le Front National en 1986, pour dire qu'aujourd'hui, aucun spécialiste sérieux ne prétend que l'immigration en France rapporte plus qu'elle ne coûte. Il y a eu des tas de manipulations de la presse à propos des chiffres de Xavier Cholniki, mais lui-même est revenu sur ses propres positions. Ceci dit, il y a une différence entre ce qu'on pourrait appeler les économistes de gauche et les économistes de droite. Les économistes de gauche, comme François Gémen, comme Jean-Christophe Dumont de l'OCDE, considèrent qu'en France, le déficit des migrations se situe entre 5 et 10 milliards. Les économistes de droite ou d'extrême droite, comme Yves-Marie Lolland ou André Possokov de Polomia, considèrent que le déficit se situe entre 72 milliards et 84 milliards. Moi, j'ai fait un travail extrêmement technique, pas drôle du tout, pour essayer de voir quel était le déficit de l'immigration légale, environ 8 milliards et demi d'euros, quel était le déficit de l'immigration irrégulière, environ 3 milliards et demi d'euros, et aussi, est-ce que les investissements faits par l'État pour les migrations rapportaient ou ne rapportaient pas? Dans les investissements faits par l'État, il y a deux types d'investissements. Il y a les investissements extérieurs, c'est-à-dire on aide des pays en difficulté, notamment en Afrique, en se disant qu'une petite partie de l'aide va freiner les flux migratoires. Et on peut dire tout de suite, c'est totalement faux. Il n'y a qu'à regarder les statistiques. Non seulement, et j'ai essayé de le montrer, l'aide ne freine pas les flux migratoires, mais elle les augmente. J'expliquerai le cas échéant pourquoi. Et puis il y a les investissements intérieurs, c'est-à-dire ceux qui sont faits pour les immigrés, pour leurs enfants qui sont là, investissement en alphabétisation, en formation, en éducation, en qualité de vie, en politique de la ville, qui ont effectivement un effet au moment où ces personnes-là rentreront sur le marché du travail formel, contribueront au PIB de la population, paieront des cotisations fiscales ou sociales, mais c'est un déficit qui est en quelque sorte, c'est un dividende qui est en quelque sorte différé. Donc
En gros, ce qu'on pourrait dire pour l'instant, pour simplifier, c'est que le contribuable français paye chaque année une note d'environ 20 milliards d'euros. J'ai expliqué comment je suis arrivé à cela, d'où je suis parti, quelles sont les techniques que j'ai utilisées pour arriver à ce chiffre. Ce déficit de l'immigration, il faudrait presque comparer au déficit de l'expatriation. Car on parle toujours du coût de l'immigration, on ne parle jamais du coût de l'expatriation. Or, le coût de l'expatriation, c'est quand même 10 milliards et demi d'euros chaque année, et c'est 10 milliards et demi d'euros qui ne rapportent pas beaucoup de dividendes, parce que parmi ceux qui partent définitivement, à part quelques transferts de fonds, il n'y a pas beaucoup de retour sur investissement pour les entreprises étrangères qui s'installent en France. Et je voudrais maintenant rester un tout petit peu plus longtemps sur deux points. La première, c'est qu'est-ce que deviennent les immigrés que nous avons accueillis en France. Nous sommes dans une sorte de choc émotionnel en ce qui concerne l'accueil. Tout le monde parle de l'accueil, qu'il faut accueillir plus, etc. Ça peut tout à fait se défendre d'une certaine façon, et puis il y a d'ailleurs des tas de gens qui sont prêts à accueillir, il y a des tas de bonne volonté. Mais la question, c'est que deviennent ces gens qu'on a accueillis? Combien vont trouver du travail? Et là, les résultats sont catastrophiques. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. L'OCDE nous dit, au bout de 5 ans, il n'y a que 33% d'immigrés qui ont trouvé du travail dans l'économie formelle. Alors, bien sûr, il faudrait ajouter ceux qui ont trouvé du travail dans l'économie informelle, ce qu'on appelle le travail au noir. Mais ça veut quand même dire que, en gros, je schématise, une personne sur deux reste au bout de 5 ans en Europe à la charge du pays qui l'a accueilli. Et si on regarde la France, c'est encore pire. Nous n'avons pas de statistiques sur 5 ans, mais nous avons des statistiques sur 2 ans pour tous ceux qui ont bénéficié de la protection subsidiaire. Eh bien, nous sommes en dessous de 10% de gens qui ont trouvé du travail dans l'économie formelle. Le deuxième point sur lequel je voudrais un tout petit peu insister, c'est qu'on a toujours tendance à lier les problèmes de l'immigration aux problèmes de l'islam et de l'islamisme. Alors, je ne veux pas empiéter sur ce que va dire Christine tout à l'heure, mais il y a quand même de ce côté-là aussi beaucoup de désinformation. Et pour être rapide, le Pew Research Center considérait, alors il y a 5-6 ans, qu'il y avait environ 1,619 milliard de musulmans dans le monde, c'était en gros 23,4% de la population, mais la progression annuelle du nombre de musulmans est supérieure à la progression annuelle de la population. Ce qui veut dire qu'il y aura, pour l'instant en tout cas, de plus en plus de musulmans dans le monde. Il y a 42 pays qui sont totalement ou en majorité musulmans. Alors même le Pew Research Center a fait une projection sur 2050, qui est contestée d'ailleurs par beaucoup de gens, disant bon, il y aura 14% de musulmans dans 14% de musulmans dans l'Union européenne, 18% en France. Il me semble qu'on est un petit peu en dessous de l'étiage. Si on cherche maintenant le nombre de musulmans en France, vous savez qu'il y a un fossé entre l'opinion publique. Le sondage Ipsos Mori a interrogé les Français pour savoir, à leur avis, combien il y avait de musulmans en France. Réponse moyenne, 32%. Là, on est quand même très au-dessus. Inversement, M. Chevènement, qui a été mis en fonction pour travailler sur le culte musulman, dit qu'il y a 4 millions de musulmans en France. Vous voyez que là, on n'est pas sur une fourchette, c'est un râteau. Donc, pour essayer de travailler là-dessus, j'ai utilisé 3 méthodes que je ne veux pas développer. Une méthode linéaire, une méthode en partant des origines et une méthode un peu plus compliquée
qui combine le solde migratoire et le différentiel de fécondité. Et on arrive en gros au schéma suivant. La population musulmane en France se situe selon des cercles concentriques. Le cercle le plus large, c'est le cercle de l'Oumma, c'est le cercle de la communauté musulmane, qui comprend des enfants qui n'ont pas choisi automatiquement la religion musulmane eux-mêmes, qui comprend aussi des agnostiques qui ont abandonné, et ça fait environ 8,5 millions de personnes. À l'intérieur de ce cercle, il y a le cercle des pratiquants, alors, qui peut se définir de façon différente, mais souvent on utilise l'observation du Ramadan comme le critère principal, et là à peu près tout le monde est d'accord. Entre 3,5 millions et 4 millions. À l'intérieur de ce cercle, il y a un cercle plus restreint, celui des islamistes radicaux. Alors là, selon les définitions des islamistes radicaux, on va de 150 000 à 1 million, parce que pour certains, les islamistes radicaux sont des gens pacifistes et qui, au fond, veulent vivre tranquillement leur religion, mais avec ce petit point de respect du Coran, et pour d'autres, les islamistes radicaux sont une sorte de mouvance qui se situe un petit peu partout dans le monde musulman. Et puis à l'intérieur de tout ça, il y a encore un cercle un peu plus petit, qui est celui des activistes, 15 000 à 18 000 personnes. C'est pas beaucoup par rapport à 8,5 millions, mais il suffit de quelques-uns pour mettre un pays à feu et à sang. Je voudrais terminer en disant, parce qu'au fond, ça va ramener au débat, quel est le problème qui nous est posé avec ces musulmans et surtout avec ces immigrés? C'est qu'est-ce qu'on cherche pour demain? Est-ce qu'on croit à une sorte de vivre ensemble avec un projet qui solidariserait toutes nos différences et qui serait porteur d'une nouvelle identité française? C'est ce qu'on voit se faire peu à peu avec l'idée des Jeux Olympiques. Est-ce que nous allons vers un vivre côte à côte, c'est-à-dire avec des structures, des communautés très différentes, qui se respectent ou ne se respectent pas, s'ignorent ou ne s'ignorent pas, donc qui peuvent soit cohabiter, soit peut-être parfois devenir source de conflit, et à ce moment-là, on passe du vivre côte à côte au vivre face à face, c'est-à-dire qu'on se trouve avec des communautés qui vont s'opposer directement, peut-être pas au niveau d'une guerre civile, mais peut-être au niveau d'une guérilla, et notamment d'une guérilla dans certains territoires. Voilà ce que je voulais dire très rapidement. Vous m'avez demandé de me tenir à 15 minutes, je crois que ça fait 14 minutes 40. Il me reste 20 secondes pour vous remercier.